On va pouvoir débuter. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. L'objectif de ce webinaire, ou en tout cas la thématique, c'est de pouvoir vous donner des bonnes pratiques et des outils pour pouvoir accompagner des publics dans leur démarche de santé en ligne. Donc, pour vous donner quelques informations pratiques. Déjà, voilà, si beaucoup l'ont déjà fait, vous pouvez vous présenter dans le chat. Je me permets en revanche de couper vos micros pour éviter voilà, que vous puissiez bien m'entendre en fait. Le webinaire est enregistré, donc si vous souhaitez couper vos caméras, il n'y a aucun souci là-dessus. Il sera en fait envoyé aux inscrits du coup à cet événement qui n'ont pas pu se libérer et mis en ligne sur notre chaîne YouTube Les Bons Clics pour vous informer. Et tout le support qu'on va vous présenter aujourd'hui vous sera évidemment partagé par email après du coup le webinaire. Donc vous aurez le support, le replay et puis les ressources qui ont été partagées. Donc, pour me présenter rapidement et présenter aussi du coup notre invité du jour. Donc moi je suis Elvire Peybois, je suis chef de projet au sein de l'association We Take Care. Donc We Take Care qui est l'association qui se cache derrière l'outil Les Bons Clics, la plateforme Les Bons Clics. On parlera aujourd'hui. Et donc j'anime en fait ces webinaires qui cherchent à vous outiller et avec depuis ce début des pardon, il y a un écho, avec en fait à chaque fois des invités thématiques. Donc on a commencé le début de l'année avec France Terre d'Asile et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Ensuite, on a pu accueillir Dora et Pôle emploi. Et puis ce mois-ci, on a voulu thématiser sur la e-santé et j'ai le plaisir d'accueillir donc Patricia Larcier qui du coup va venir vous présenter notamment Mon Espace Santé et je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai vu sur les commentaires sur le chat de discussion qu'il y avait des personnes de la région Grand Est. Donc, je les salue, mais je salue toute la France. Mais je suis la coordinatrice régionale de Mon Espace Santé pour la région Grand Est. Donc, ma mission est de déployer sur l'ensemble des 10 départements de la région Grand Est Mon Espace Santé auprès des acteurs institutionnels et plus largement auprès de tous les citoyens. Voilà, je vais vous présenter tout à l'heure mon espace santé dans une première partie d'une manière théorique et dans une deuxième partie, je vous présenterai mon profil personnel. Super, merci beaucoup Patricia. Et donc, sans plus attendre, on va vous présenter les objectifs du webinaire. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est d'actualiser déjà vos connaissances sur ce sujet de la e-santé, donc de quoi on parle, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme e-santé, de découvrir évidemment des ressources qui peuvent être utiles dans votre accompagnement des publics, et puis d'échanger avec des personnes qui partagent le même quotidien que vous, qui accompagnent aussi sur ces démarches-là, et donc de se partager des bonnes pratiques. Donc, on va commencer par un quiz. Pour les habitués, vous savez qu'on utilise une application qui s'appelle WooClap qui nous permet voilà, de vous poser des questions et d'avoir quelque chose d'interactif. Ensuite, je vous ferai une présentation des ressources qui existent, en fait, notamment sur notre plateforme Les Bons Clics, mais pas que, sur l'accompagnement justement des publics en matière de santé. Ensuite, Patricia vous présentera tout ce qui est lié à Mon Espace Santé. Et puis, on terminera par un temps de questions-réponses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit en levant la main au moment des temps de questions-réponses. Et donc, sans plus attendre, on va lancer le quiz. Donc, je vous invite à soit scanner le QR code ici qui s'affiche à l'écran avec votre smartphone, soit à ouvrir le lien que je viens d'envoyer dans le chat à tout le monde. Vous pouvez l'ouvrir dans un onglet en fait, de votre navigateur. Et puis, au fur et à mesure, vous aurez, pour le coup, les questions qui vont s'afficher automatiquement au fur et à mesure que je les passerai. Donc, je vous laisse vous connecter.
vois que vous êtes déjà 70, c'est super. Voilà, petite minute pour vous connecter, comme ça j'admets les personnes qui sont un petit peu en retard. Et on va pouvoir partir sur les premières questions du quiz. Donc l'idée de cet outil, c'est que ça amène vraiment de l'interactivité. Même sur des ateliers d'ailleurs en présentiel, hein, nous on l'utilise beaucoup. Donc si vous animez beaucoup d'ateliers, je vous conseille vraiment cet outil qui est super, qui permet de faire plein de choses en interaction. Ça marche bien avec les jeunes aussi qui trouvent ça rigolo de répondre à des quiz sur des smartphones par exemple. Alors super, je vois que vous êtes quasiment tous connectés. Je renvoie dans le chat le lien. Que vous ayez bien tous le temps. Et en fait, avant de commencer, je voulais quand même vous faire un petit rappel de définition sur ce qu'est la e-santé. Et donc, de quoi on parle finalement. Et donc ici, on vous a remis une définition en fait qui a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a défini en fait comme les services du numérique au service du bien-être de la personne. Et donc dedans, on va retrouver tout plein de choses. On va retrouver tout ce qui est lié à la prévention, à la télémédecine, au suivi d'une maladie, toutes les applications mobiles, toute la domotique qu'il va y avoir autour des éléments de santé. Donc c'est vraiment très très large. Et en fait, la santé numérique, elle s'est donné l'ambition d'une médecine qu'ils appellent des 5 P, qui va être prédictive, préventive, personnalisée, participative et pertinente. Donc, il y a vraiment une ambition, donc déjà à échelle mondiale, mais aussi à échelle française, de développer l'e-santé dans les prochaines années. Et on voit déjà que ce mouvement, il a vraiment commencé à être initié. Notamment, il y a eu un boom, et vous l'avez tous vu hein, avec le Covid, où on voit, ici on vous a mis quelques chiffres, hein, on a vraiment déjà les téléconsultations qui ont complètement explosé avec la période Covid, et notamment avec des outils comme Doctolib, et également le développement en fait, d'applications mobiles qui ont eu un boom aussi entre 2019 et 2020. Donc, et les usages en eux-mêmes ont eux aussi largement augmenté. Aujourd'hui, c'est 88% des Français qui utilisent au moins un service de numérique en santé. Néanmoins, retrouve exactement la même part des Français qui considèrent que le numérique n'est pas forcément accessible à tous. Et donc se pose la question de accompagner des personnes qui sont éloignées du numérique, oui, et aussi donc sur des services de santé qui se numérisent de plus en plus. Et donc c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui pour parler justement de ces enjeux. Et pour vous donner un petit peu une cartographie, donc qui n'est pas exhaustive, attention, hein, mais qui pour vous donner un petit peu plus de vision en fait sur ce qu'on retrouve derrière la santé, on essaie ici de vous faire un parcours en fait un petit peu utilisateur ou d'un Français sur toute la typologie de services qu'on peut trouver derrière le numérique à santé. Donc, on va avoir tout ce qui est lié à avant le soin. Donc, on va pouvoir utiliser des outils notamment de prévention. Donc, dedans, on va avoir des choses, par exemple, des applications de sport, de nutrition, de bien-être. Tout ça, ça va être lié à avant le soin et ça rentre dans le domaine de la e-santé également. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié à identifier et prendre un rendez-vous chez un praticien. Donc, prise de rendez-vous en ligne, toutes ces choses-là, ou les annuaires en ligne, ce genre de choses. Pendant le soin, ici, on va voir comment j'organise mon parcours de soins, comment je fais une téléconsultation aussi avec mes médecins à distance. Et ensuite, après le soin, on va avoir tout ce qui est lié à ces droits en santé. Du coup, comment je peux payer en ligne, comment je peux avoir mes remboursements via ma carte vitale, etc. Et donc, voilà, on a toutes ces choses-là qui peuvent venir jouer sur le parcours de soins. Et ensuite, en horizontal, ici, on va retrouver tout ce qui est lié aux données de santé. On va en parler aujourd'hui avec tout ce qui est lié à notre dossier médical partagé. On va vous parler de mon espace santé notamment. Et aussi, tout ce qui va être lié à l'information en fait, sur la santé et la e-santé aujourd'hui et comment je peux échanger avec d'autres usagers sur, par exemple, si j'accompagne, je suis un proche aidant, donc j'ai quelqu'un dans ma famille que j'accompagne,
je ne connais pas trop les démarches, vers qui je peux me tourner pour pouvoir en parler et qu'on m'aide aussi dans ces démarches en ligne, parce que moi, je ne sais pas forcément les faire, donc avec des forums, etc. Donc ici, on vous a mis quelques exemples hein, de choses qui existent, de services qui existent, qui ont été développés. Donc, par exemple, sur la prévention, on va retrouver Yuka, qui nous permet de mieux gérer notre nutrition. On va avoir plein d'applications de sport, des choses comme ça. Ici, on vous a mis plein de services de téléconsultation. Ici, tout ce qui est lié à l'assurance maladie, donc on y reviendra évidemment après. Et puis, vous allez retrouver ici, pour vous informer, des sites tels que santé.fr, qui sont des sites de référence sur lesquels on va trouver des informations fiables sur la santé en général. Et puis après, des associations, par exemple ici des associations de patients, France Asso Santé qui agit à échelle nationale, et des réseaux comme la Compagnie des aidants qui là, eux, vont vous accompagner effectivement, comme je vous disais, si vous êtes des proches aidants, qui peuvent vous accompagner et vous outiller pour pouvoir accompagner des proches. Donc, on a plein de typologies de services qui existent. Et donc, là, je vais vous poser une première question. Vous, est-ce que vous accompagnez vos publics sur ces services numériques de santé? On vous a mis ici quelques exemples, il y en a plein d'autres. Ou est-ce que vous allez peut-être vous lancer? Dans ce cas-là, plutôt mettre non. Comme ça, on voit un petit peu voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a une majorité écrasante sur, du coup, le oui. Donc, j'espère qu'on va pouvoir vous donner quelques outils que vous n'avez pas encore et qui pourront vous être utiles dans votre quotidien. Vous avez quasiment tous voté. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bienvenue. Et je vous ai renvoyé le lien pour vous connecter au quiz dans le chat. Si pour X ou Y raison, vous n'arrivez pas à vous connecter, n'hésitez pas à répondre aux questions directement dans le chat si c'est plus simple pour vous. Bon, je vois qu'à 80%, vous avez déjà une expérience dessus, donc super. Ça nous permet de savoir un petit peu voilà, où est-ce que vous en êtes aussi, nous, de notre côté. Merci d'avoir répondu. Donc, vous avez vu, très simple de répondre. Les questions, elles s'affichent toutes seules. Et après, vous n'avez plus qu'à répondre, valider votre réponse et tout sera bon. Et donc, nous, on a posé aussi cette question en fait, à notre communauté d'aidants numériques sur Les Bons Clics l'année dernière. Et en fait, ils nous disaient que le service sur lequel ils étaient plus plébiscités en matière de santé, c'était Amélie et la prise de rendez-vous sur les plateformes de téléconsultation. Mon espace santé arrivait en troisième position. Et encore l'année dernière, on avait beaucoup de gens qui accompagnaient sur tous anti-Covid et un petit peu moins sur les mutuelles qui sont un petit peu plus niche sur les accompagnements, en tout cas sur l'échantillon qu'on avait interrogé. Une seconde question, et vous, quelles sont donc les demandes les plus fréquentes auxquelles vous répondez? Les demandes que vous avez le plus en accompagnement, donc soit en individuel ou en collectif d'ailleurs. Donc là, c'est un champ libre, vous pouvez nous mettre ce que vous souhaitez. Et si vous voyez une réponse qui vous convient, vous pouvez aussi cliquer dessus, ça mettra un petit cœur pour montrer que vous avez la même réponse. Alors, je vois beaucoup de Amélie. La demande de complémentaire santé, effectivement, ça fait partie des choses qui sont le plus remontées. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça, ce sera plus simple pour moi. Hop. Donc, Doctolib, Amélie, carte vitale, réinitialiser le mot de passe Amélie, effectivement. Je vois dans le chat attestation de droit. Comment suivre une demande avec un numéro de sécurité sociale provisoire. Trouver un praticien, santé du travail. Intéressant, santé du travail, très bien. À quoi sert un compte personnel e-santé, d'accord. Quel doc, ok, génial. Donc, je vois que Amélie revient très, très souvent. Effectivement, avec tous ces enjeux de connexion, hein, toujours avec le numéro de sécurité sociale, les mots de passe, la création de compte, toutes ces choses-là. Mutuelle, un petit peu. On a ici recherche d'un médecin traitant, accès compte Amélie, ok. Bah, écoutez, effectivement, donc comme notre communauté, c'est vraiment Amélie qui arrive en tête. Ici, je vois mon espace santé. Pour le coup aussi, donc on va pouvoir répondre à vos questions justement là-dessus, qui a un service
plus nouveaux, hein, et donc qui effectivement posent des questions encore aujourd'hui, j'imagine, dans vos accompagnements. Je remonte un petit peu. Alors, je vois la MSA aussi, effectivement, et ça n'a pas été cité, on peut avoir en fait dans tout ce qui est lié à la prévention, effectivement, tout ce qui est lié à la retraite, en fait, qui peut rentrer aussi à l'intérieur. Donc là-dessus, on va pouvoir aussi vous donner quelques petites ressources qui pourront vous aider à répondre à ces questions. Alors, pour le quiz, je vois une question dans le chat. Il n'y a pas de mot de passe. Vous avez simplement à cliquer sur le lien et à vous connecter, pour le coup. Hop, je vous renvoie le lien. Hop là. Ok, bah super, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Suivre un remboursement, effectivement, en plus, RQTH, MDPH, effectivement, après pour les accès du coup aux droits des personnes en situation de handicap, qu'on fait aussi sur les sites de la CPM. Merci beaucoup, ça nous conforte dans vraiment ce qu'on pensait, et je pense qu'on va pouvoir vous donner pas mal ici de réponses sur ces services-là. Et du coup, justement, sur l'assurance maladie, on sait que c'est le premier service sur lequel vous accompagnez. En quoi consiste pour vous l'accompagnement que vous proposez au public? Est-ce que c'est une présentation générale de l'outil que vous leur faites? Est-ce que vous activez justement leur compte? Est-ce que vous accompagnez à la complétion de leur profil? Ou ce serait vraiment sur des démarches précises, et vous en avez cité ici, hein, sur la carte vitale, la demande d'un remboursement. Donc là, vous pouvez sélectionner plusieurs choses. Et je vois qu'en tête, c'est vraiment des démarches précises. Donc, des personnes qui arrivent avec un besoin précis, généralement, c'est ça qui se passe. Hein. C'est pour répondre à un besoin précis à un instant T. Et donc, je vois que ici, c'est plutôt à voilà, 75%. Vous êtes plutôt sur ce type d'accompagnement. Et quand même, 40% d'entre vous qui font des présentations générales de l'outil. Donc, qui permettent de faire peut-être découvrir à des personnes qui ne l'utilisent pas forcément. Je vois dans le chat, connexion au compte, accompagnement sur des démarches prises, création de compte, téléchargement. Super, et demande de remboursement. Super, bah, très clair pour nous. Donc plein de choses différentes finalement. Et bah, pour repréciser encore, ici on vous a mis voilà, quelle est la thématique de la demande le plus souvent. Donc vous nous avez dit carte vitale, beaucoup, remboursement des soins. Voilà, ici on vous a mis une petite liste. Est-ce que ça va être sur les prestations complémentaires qui ont été beaucoup citées, moins sur les accidents de travail, on a eu quelques fois, mais quand même. Carte vitale, la carte européenne aussi d'assurance maladie qu'on reçoit. Donc, qu'est-ce qui arrive en tête ici? On est plutôt sur la première réponse. J'ai l'impression sur les attestations qui sont vraiment les questions numéro 1 qu'on vient vous poser. Hop. Donc, 30% sur mon espace santé, ce qui est assez intéressant. Pour ce qui arrive en tête, vraiment, on est sur les attestations et remboursement de soins, de ce que je vois. Ça marche, très clair pour nous, et prestations complémentaires aussi. Super. Et la carte vitale, évidemment, la fameuse demande sur la carte vitale perdue, pour le coup, qu'on a tous eu. Alors, ok, super, merci beaucoup pour ces informations. Ça nous permet de savoir sur quoi aussi vous avez des besoins en termes d'ateliers, et de voir comment on peut, ou de fiches pratiques, etc., et de voir comment on peut y répondre, nous, de notre côté. Alors, et du coup, mon espace santé, donc Patricia va mieux vous présenter juste après. On voulait juste vous rappeler que c'était un nouvel outil numérique qui a été développé en fait par le ministère de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a été déployé, commencé à être déployé l'année dernière, et qui continue son déploiement justement via notamment des ambassadeurs régionaux. Et voilà, je laisserai Patricia vous parler plus en détail de ce qui se cache derrière mon espace santé. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les avantages pour votre public à utiliser Doctolib? Donc,
c'est quelque chose voilà, qui est pas beaucoup utilisé, qui a eu un gros boom, comme je vous le disais, au moment de la crise Covid. Aujourd'hui, si vous deviez voilà, citer des avantages, lesquels seraient-ils? Et en fait, qui résume un petit peu, hein, finalement, généralement, les avantages qu'on va retrouver sur tout ce qui est lié aux services numériques en santé. Donc, je vois la rapidité, le gain de temps, rendez-vous rapide. Alors, comme ça, je m'y perds un peu, on va faire comme ça. Vous êtes rapide vous aussi. Alors, c'est de référence aujourd'hui. Effectivement, ils sont quand même passés vraiment devant tous les autres. Il y en a beaucoup d'autres, hein, des services de téléconsultation qui existent. On vous les a mis justement sur la carte. Mais c'est vrai que Doctolib a eu un gros boom depuis ces dernières années. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous allez avoir effectivement la flexibilité, la rapidité, trouver un professionnel de santé. Effectivement, il y a cette fonctionnalité annuaire aussi qui permet de trouver facilement un rendez-vous. C'est que c'est accessible 24/24, effectivement. On peut prendre un rendez-vous à n'importe quelle heure. Choix du jour du rendez-vous. Très clair pour moi. Hop. Alors, effectivement, je l'attendais celui-ci, donc merci à la personne qui l'a mis. Ça peut aussi être une opportunité en fait pour les personnes qui sont plutôt en milieu ruraux, qui ont des problématiques de mobilité, de toujours avoir accès à un praticien et de pouvoir faire des rendez-vous en visio. Évidemment, tous les rendez-vous médicaux ne sont pas possibles à faire en visio, mais en tout cas, ça permet de toujours avoir un accès à au moins un médecin traitant pour pouvoir parler de ces problèmes de santé. Prise de rendez-vous facile et fiable, gestion de l'agenda, rappel de rendez-vous. Effectivement, on peut facilement annuler des rendez-vous, mais attention, on ne peut pas trop les annuler, sinon on ne peut plus après prendre de rendez-vous dessus, pour le coup. Alors, problème de mobilité, on en parlait. Trouver des spécialistes, exactement, gain de temps. Donc, je vois que pour tout le monde, le gain de temps et la rapidité, c'est ce qui vous paraît être le plus. Je vois quelque chose là sur le monopole dangereux, plusieurs problèmes RGPD. Effectivement, les Doctolib ont été un peu sonnés par la CNIL ces dernières années, mais ils se sont mis en conformité pour le coup. Et du coup, ensuite, on va avoir un certain d'outils. D'accord, bah écoutez, c'est très clair pour nous. Économie de temps, partage de documents. Effectivement, il y a aussi ces choses-là qui existent sur Doctolib. Et bah écoutez, super, rapidité, liberté. Merci pour toutes vos réponses. Effectivement, ici, on vous a cité un article qui a été sorti en mai 2021. En fait, nous, on a aussi réalisé lors de cette enquête où on demandait sur quoi nos aidants accompagnaient le plus. Ils trouvaient que Doctolib, c'était plébiscité surtout pour sa praticité et sa rapidité, et que en fait aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour aller se faire tester. Mais effectivement, et vous l'avez un petit peu soulevé, c'est que pour les personnes qui ont plus de difficultés d'accès à Internet, à un équipement, en fait, il y a eu des problèmes aussi au niveau de la crise où ils arrivaient à avoir, par exemple, un rendez-vous de vaccination beaucoup plus rapidement pour les personnes qui savaient utiliser leur ordinateur et leur smartphone que des personnes justement qui étaient éloignées du numérique. Et donc là, on vous a mis le lien vers un article qui mettait ça en jeu pour le coup. Et donc, d'où l'envie de Doctolib aussi de faire en sorte que on puisse accompagner ces personnes à utiliser leur site et leur application. Et donc, Lucatech Care et Doctolib, on a travaillé ensemble l'année dernière pour justement créer des kits d'ateliers pour pouvoir accompagner sur déjà la découverte de Doctolib, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et puis ensuite comment je fais effectivement une téléconsultation via ce site-là. Et donc l'année dernière, on a créé ces modules-là et qui ont été beaucoup plébiscités justement par notre communauté qui a recevait énormément de demandes sur cet outil-là et qui vient justement aider à la fois des personnes qui sont en fracture numérique, mais aussi des personnes qui tout simplement n'ont plus accès dans leur zone à des médecins de ville et donc qui, grâce à Doctolib, peuvent avoir accès justement à de la médecine. Donc ici, on vous a mis des liens
vers justement ces ateliers Doctolib. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et ici, un profil fictif pour pouvoir vous entraîner aussi sur une simulation Doctolib. Une autre question, avez-vous déjà entendu parler des ateliers de prévention pour bien vieillir de l'assurance retraite? Donc, comme je vous le disais, dans e-santé, on peut aussi prendre en compte justement tout ce qui est lié à la prévention, le bien vieillir. Et donc là, il y a des choses qui ont été mises en place par l'assurance retraite justement sur ces questions-là. Je vais juste brancher l'ordinateur. Alors, je vois qu'on a à peu près un 50-50, d'accord, plutôt dans le nom d'ailleurs. D'accord, et ben écoutez, comme ça, je vais pouvoir vous montrer justement, on a aussi développé des modules avec l'assurance retraite chez WeTakeCare et sur la plateforme Les Bons Clics, qui vous sont disponibles gratuitement. Donc là-dessus, je vais pouvoir vous montrer. L'idée, c'est de pouvoir accompagner en fait vraiment les personnes qui sont soit en retraite, soit en pré-retraite, sur justement au-delà d'aller faire cette démarche vraiment liée à la retraite et du coup à la perception du montant, on va avoir aussi toute cette partie prévention qui est prise en charge en fait par l'assurance retraite, et vous allez pouvoir inscrire des personnes seniors à des ateliers justement sur du numérique dans certaines régions, et beaucoup de régions d'ailleurs c'est mis en place pour qu'ils gardent un lien. On va avoir des ateliers aussi sur justement la santé, sur la mobilité, sur le bien, la nutrition aussi chez des personnes âgées. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi présenter, parce que c'est une plateforme aussi en ligne justement pour pouvoir y accéder et à voir un peu tout ce qu'il y a de disponible pour les seniors. Et donc ici, on vous a mis quelques idées pour accompagner sur la prévention, donc avec plusieurs choses. Donc pour le bien vieillir ici, on vous a mis les liens directs vers nous, les modules, les bons clics qui vous permettent de le présenter justement à des personnes que vous accompagnez. Et ici, le site direct pour bien vieillir, sur lequel vous allez retrouver tout un tas justement de ressources et de voir aussi tout ce qui se fait en fait en termes de bien vieillir et ce qui est à disposition dans chacune des régions. Ici, vous pouvez aussi utiliser des cartes et des annuaires en fait pour justement orienter ou faire connaître simplement des lieux d'accès à la santé ou d'accès à des ateliers de prévention. On vous a mis un lien vers le Solid Guide. Le Solid Guide, en fait, vous pouvez filtrer sur une thématique santé et vont ressortir en fait tous les lieux qui sont venus se référencer et qui accompagnent sur la santé sur un territoire. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez utiliser. Et ma boussole aidant, là, de la même façon, vous allez retrouver en fait, tout un tas de ressources donc, humaines et aussi des ressources vraiment fiches pratiques et autres on en parlait tout à l'heure, quand vous êtes en train d'accompagner ou les personnes que vous accompagnez se retrouvent avec un statut de proche aidant. Donc, ils accompagnent leurs parents plus âgés ou même des enfants qui ont une maladie ou des personnes qui accompagnent aussi des personnes en situation de handicap. Du coup, vous allez retrouver tout plein de choses ici, tout plein de ressources clés sur ma boussole aidant. Et enfin, sur des services de prévention, donc on peut avoir Lucas. Ici, on a quelqu'un de notre communauté donc, qui travaille pour les centres sociaux connectés, qui a fait un tutoriel pour justement pouvoir présenter cette application qui peut être utile au quotidien pour mieux se nourrir. Et ici, on vous a mis aussi une ressource qu'on aime beaucoup qui s'appelle Santé BD. Donc là, qui peut vous être utile notamment quand vous accompagnez donc soit des personnes qui sont en situation d'illettrisme, des personnes qui ne parlent pas forcément bien français, ou d'ailleurs même des enfants. En fait, ça vient expliquer des gestes médicaux sous format de BD. Vous pouvez même créer vos propres BD personnalisées. Il y en a beaucoup qui sont traduites en fait dans plusieurs langues. Et donc là, ça vient vraiment donner une explication de ces gestes médicaux en fait à des personnes. Ça peut être un coup de pouce que vous pouvez donner si vous avez justement du coup des demandes sur ces choses-là.
Est-ce que vous avez justement des outils, des sites, des ressources, peut-être des lieux qui peuvent être utiles justement à… Là, on est plus de 150 autour de la table. On fait un petit moment d'intelligence collective et de partage d'outils. Donc, si vous en avez en tête, que vous utilisez dans votre quotidien, c'est le moment de les partager. On les repartagera évidemment dans le support qu'on va vous envoyer à la fin du webinaire. Mais autant profiter voilà, de ce moment collectif pour justement partager des choses. Alors, je vois ChatGPT, pourquoi pas? C'est vrai que je l'ai jamais interrogé sur les choses sur la santé, mais voilà, allez regarder. J'ai vu ensuite la base. Donc, effectivement, il y a plein de choses sur la base, notamment sur des choses sur Amélie, la CAF et autres. Vous pouvez retrouver plein de choses dessus qui sont mises en ligne par des conseillers numériques. Effectivement, on peut avoir plein de choses. Réfugiés.info, oui, qui marche beaucoup, effectivement, sur notamment le référencement de services en santé. Les maisons sport santé, effectivement, qui sont des gros lieux ressources sur les territoires. Alors le PRIF, je le vois dans le chat et ici, je suis pas sûre d'avoir la dénomination derrière. Si vous pouvez spécifier dans le chat, ce serait super. Alors, mesdroitssociaux.fr, effectivement, sur lequel vous allez pouvoir justement en fait regarder les droits auxquels vous avez accès. Vous pouvez faire des simulations aussi sur des estimations de certaines allocations et autres. Vraiment un site clé pour accompagner sur tout ce qui est accès aux droits. Reconnect, effectivement. Donc, Reconnect, il y a un coffre-fort numérique sur lequel vous allez pouvoir déposer en fait tout un tas de ressources. Ça peut être des passeports, la carte vitale, justement des attestations et autres. Et au moins, ça permet d'avoir tout au même endroit. La base d'APS, on en a parlé. Les bons clics, je vais vous montrer ce qu'on a dessus. Application santé sur le smartphone pour avoir des infos, notamment en cas d'urgence pour les secours. OK. J'aide les usagers à les paramétrer. OK, génial. Effectivement, après, pour certaines typologies, on va avoir des applications très spécifiques pour le diabète, pour ce genre de choses. On va avoir plein de choses. Alors, je vois le PRIF est un partenariat avec la CNAF pour proposer des ateliers au seniors. OK, génial. On mettra du coup à connaissance. Merci de nous avoir donné plus d'informations. Alors, Instagram CPM avec des vidéos à destination des jeunes. Effectivement, il y a un Instagram dédié qui s'appelle Tips Santé, qui est vraiment fait pour faire de la prévention pour les jeunes. Les jeunes ont tendance à dire que bon moi je suis en bonne santé, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Mais il y a quand même plein d'informations qu'il faut qu'ils aient en tête finalement. Et donc là, la CPM a fait un beau travail justement de avoir aborder les sujets de santé, mais sur un ton hyper jeune. Et d'ailleurs, ils ont en ce moment un tour de France avec un bus qui est dédié justement aux jeunes et ils s'arrêtent dans des villes pendant des journées, 1 ou 2 jours, et ils viennent présenter leur téléservice et tout ce qu'ils font en fait pour les jeunes. Donc là-dessus, je vous invite effectivement à aller regarder ça. Les supports pédagogiques que j'exporte en PDF, super. Écoutez, n'hésitez pas d'ailleurs pour des ressources que vous ayez, si vous en avez vous développé et que vous souhaitez les mettre à disposition de la communauté sur les bons clics, on peut tout à fait en fait les mettre en ligne sur la plateforme en vous créditant évidemment et du coup ça permettra de faire du commun en fait pour le coup sur la plateforme. Vous verrez, on a à la fois des ressources qui sont faites par nous, par nos équipes pédagogiques, mais aussi des choses qui ont été faites par des acteurs externes. Alors, j'essaie de finir. Alors, le site Granny Guide pour les seniors. Alors, je ne connaissais pas, mais on mettra un lien pour aller regarder un petit peu plus ça. OK, et je crois que j'ai fait solidarité numérique, mairie des communes. Alors, effectivement, après, n'hésitez pas à vous rapprocher des CCAS et des centres sociaux, des maisons sport santé, comme on disait, qui peuvent avoir des ressources et voir à un niveau local comment vous pouvez faire justement un commun sur ce qui existe sur le territoire. Ah, j'en vois une autre, Brain Up, atelier santé. D'accord, écoutez, je vous mettrai des liens, je vais aller chercher tout ça, je ne connais pas tout, mais merci en tout cas pour toutes ces choses que vous avez partagées, le collectif santé, le point retraite aussi, effectivement.
Super, ben, il y a plein de choses intéressantes, je pense. Et voilà, n'oublions pas les CCS, effectivement, et les maisons France Service et les conseillers France Service également. Super, merci beaucoup pour votre partage. Maintenant, une petite question un peu plus chiffrée hein, pour se remettre un petit peu sur le contexte. Selon vous, quelle est la part de Français redoutant être moins bien soignés s'ils ne maîtrisent pas suffisamment les technologies numériques? Donc là, on vous laisse le choix entre 25, 50 et 75%. Je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Alors, je vois qu'il y a presque la majorité sur 50%. Dans le chat, on est à 75. Ok, alors je vais vous afficher la bonne réponse. Hop. Donc effectivement, on est à un Français sur deux qui redoute d'être moins bien soigné. En fait, ce chiffre est issu d'un rapport de l'Observatoire de l'accès au numérique en santé qui a été coécrit par la Fondation Roche, la Croix-Rouge et We Take Care. Et donc, qui révélait ça, mais qui révélait également qu'on avait 75% des Français qui considéraient quand même que l'utilisation de ces technologies permettra d'améliorer leur suivi médical. Et donc aujourd'hui, ça pose vraiment justement ces défis de l'inclusion numérique en santé. On a écrit un article dessus, si ça vous intéresse, un peu sur tous les défis qui restent à relever sur cette inclusion numérique en santé. Et aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place sur le territoire justement pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont en fait toujours éloignées du numérique et auxquelles il faut toujours qu'ils aient accès à leurs droits en santé qui sont aujourd'hui pour beaucoup dématérialisés. Et donc ici, on voulait aborder, pour terminer, un enjeu qui souvent revient justement dans ces discussions quand on parle de numérique en santé, qui est sur les données personnelles de santé. Selon vous, qu'est-ce qu'on cache derrière ce nom données personnelles de santé? Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement comme données? Donc ici, je vous laisse un champ libre. Et puis ensuite, je vous donnerai une définition en fait justement de ce qu'on retrouve derrière. Donc, effectivement, on va avoir tout ce qui est lié à l'âge, les résultats d'examen, oui, numéro de sécurité sociale, maladie, les données biométriques, effectivement, donc, tout ça, oui, les pathologies, examens, antécédents, tout à fait. Toutes les caractéristiques de santé des questions nominatives. Effectivement, pour que ce soit une donnée personnelle, du coup, pour qu'elle soit reliée à une personne. Hop. Ensuite, les maladies, allergies, poids, résultats d'examen, effectivement. Donc après, effectivement, on va relier le numéro de téléphone, mail, etc. Taille, pathologie, adresse, allergie, voilà, effectivement. On va retrouver vraiment toutes ces choses-là. En fait, à partir du moment où c'est relié à une personne, ça devient une donnée personnelle de santé. Identité du patient, son médecin référent, groupe sanguin, effectivement, donc maladie. Ok, alors effectivement, on va retrouver tout ça pour vous donner la prise de médicaments, effectivement, si c'est suivi en tout cas. Je remonte un petit peu. Bah, écoute, oui, ça me semble très clair ici. Voilà. On est vraiment sur toutes ces choses-là, tout cet historique de santé. Et donc, pour vous donner une définition, ici, c'est une définition qui a été donnée par la CNIL. C'est que les données à caractère personnel concernant la santé sont des données qui sont relatives donc, à la santé physique et aussi mentale, qu'on a tendance un petit peu à oublier, qui sont passées, présentes ou futures d'une personne et qui vont révéler en fait des informations sur l'état de santé de la personne. Donc, on va avoir des données qui vont en fait collectées ou produites dans le parcours de soins. Donc, tout à l'heure, on a vu, hein, on a le avant le soin, pendant le soin et après le soin. Et donc, toutes les données qui vont venir ici être échangées font partie des données personnelles de santé. Et donc, la CNIL, elle a émis certaines règles, en fait, notamment pour les sites Internet et les applications mobiles, quant à la collecte de ces données. Les règles, en fait, vont être que les données collectées, elles doivent être
donc adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités en fait pour lesquelles elles sont connectées. Et elles doivent être du coup aussi mises à jour. Et puis, on peut aller aussi les rechercher derrière et puis de demander le retrait de ces données. Et pour vous donner un exemple, en fait, c'est que, par exemple, une application qui a pour objet d'aider une personne à mieux gérer sa pathologie, en fait, on ne va pas avoir besoin d'avoir à collecter des informations sur ses origines ethniques parce que ça n'a aucun rapport avec le service qui est donné. Donc, c'est très caricatural comme exemple, mais c'est vraiment bien pour vous faire comprendre que du coup, aujourd'hui, les applications mobiles et les sites ne peuvent pas demander des données à tout va, qu'il y a une régulation pardon, qui est mise en place et qu'aujourd'hui, ces sites et ces applications mobiles, en fait, ils sont soumis aussi à une certification donc, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut prouver en fait un gage de confiance et qui s'appelle en fait la certification HDS, qui veut dire hébergeur de données de santé, qui est remise par l'Agence du numérique en santé, et du coup qui vient en fait certifier le fait que ce service, cette application peut collecter justement des données ces données de santé et que c'est certifié être sûr, bien hébergé, etc. Donc, on vous a mis la liste ici des hébergeurs. Et donc, quelques règles d'or que vous pouvez donner aussi aux personnes que vous accompagnez. Donc, c'est les 6 règles d'or de la sécurité en ligne. La première, de ne pas divulguer ses identifiants et mots de passe, de ne pas utiliser des liens reçus pour accéder à des sites, de toujours passer par des sites officiels de la CPM, de Mon Espace Santé, etc. pour pouvoir y accéder, donc avec des points Groove, bien leur montrer voilà, comment se construisent les URL pour qu'ils puissent aller regarder justement et être sûr de ne pas cliquer sur n'importe quel site. De vérifier aussi quand on reçoit un mail ou un SMS l'authenticité des interlocuteurs et surtout de jamais céder à la pression ou à l'urgence. Généralement sur les arnaques, c'est toujours il faut faire la chose dans les 24 heures ou autre. Donc voilà. Et donc en cas de doute, arrêtez, demandez le conseil à quelqu'un et du coup de ne pas céder voilà, à cette urgence. Je vais passer à la présentation des ressources. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous passer en fait sur la plateforme Les Bons Clics. Les Bons Clics, c'est une plateforme pardon, qui est complètement gratuite, qui s'adresse à la fois aux professionnels, mais aussi en fait aux apprenants en direct. Et ici, on vous a créé notamment un guide sur la e-santé. Vous allez pouvoir retrouver. Donc, je vais me connecter. La plateforme, elle ressemble à ça. Donc, comme je vous disais, il y a une double clé d'accès. Donc, une clé pour apprendre les bases du numérique. Donc là, vraiment, pour les personnes que vous accompagnez qui sont déjà à l'aise et qui peuvent aller s'auto-former en fait, sur le numérique, qui pourront utiliser la plateforme aussi. Et une plateforme pour vous, pour le coup, pour pouvoir accompagner. Donc, je vais aller sur la partie accompagnant, je vais me connecter. Donc, l'inscription est complètement gratuite. Et après, vous avez accès à tout le centre de ressources. Et vous pouvez l'utiliser du coup dans tous vos ateliers ou vos accompagnements en individuel. Et donc ici, la plateforme, vous allez retrouver dans le centre de ressources tout un tas de contenus. Donc déjà pour vous former en tant qu'aidant numérique, on a plein de ressources pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Et ici, des choses pour que vous puissiez mener un diagnostic numérique aussi. Donc là, ne pas hésiter aussi à vous en servir. Et donc ici, tous les contenus sur l'accompagnement en fait, de vos publics. Et donc ici, vous voyez, on a plein de thématiques différentes. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la e-santé. Je ne l'ai pas ici directement dans le menu, donc je vais aller ici dans toutes les thématiques et je vais retrouver la thématique e-santé. Alors, je fais un petit peu. Donc, quand vous avez des choses que vous voulez mettre en favori, vous pouvez cliquer sur le cœur et ici, vous allez tous les retrouver dans votre thématique mes favoris. Et donc, je vais aller chercher la e-santé. Alors, vous avez beaucoup moins de thématiques. Hein, c'est parce que j'ai un accès administrateur. Mais du coup, c'est beaucoup plus clair de votre côté. Est-ce que je vais le trouver? Voilà, e-santé. On va se mettre dessus. Et en fait, quand vous rentrez dans une thématique, vous aurez absolument toutes les ressources qu'on a pu créer sur le sujet. Et toutes les ressources que la communauté aussi nous a partagées et qu'on a mis en ligne dessus. Donc ici, sur la santé en ligne, vous voyez, on va avoir des choses à la fois très globales sur la santé pour vous sécuriser aussi en tant qu'aidant,
des bonnes pratiques dessus, sur comment j'amène le sujet, comment je parle de confidentialité. Toutes ces choses-là, vous allez les retrouver dans le guide e-santé avec aussi toutes les ressources externes qu'on a pu référencer dessus. Donc là, c'est vraiment un guide qui est pas fait pour être présenté au public, mais vraiment qui est pour vous et qu'on vous conseille de consulter. Donc, qui se présente voilà, de façon assez simple, comme ici, avec une introduction sur les usages numériques en santé, avec des chiffres clés que vous pouvez utiliser. Une partie pour sensibiliser les usagers à l'utilisation du numérique en santé et une partie vraiment boîte à outils où là, c'est que des outils que vous pouvez utiliser pour accompagner. Ensuite, on a la même chose pour le guide Amélie et un guide dont on avait fait un sur le pass sanitaire. Et après, on a des ateliers en fait sur Doctolib. Et donc sur Doctolib, vous allez retrouver à chaque fois la même chose, une trame d'animation. Donc si vous voulez faire un atelier collectif, là ça vient décrire en fait pas à pas tout votre atelier que vous allez mettre en place. Ça vous dit les objectifs, les prérequis pour vos apprenants aussi pour suivre justement tout ça. Et du coup après, vous allez avoir votre pas à pas sur toute l'animation du coup votre atelier. Cette trame, elle est à mettre en miroir avec une formation interactive. Donc cette formation interactive, elle est à projeter sur, si vous avez un rétroprojecteur, vous pouvez le mettre sur les ordinateurs, si vous avez des ordinateurs, une salle informatique, ou alors sur les smartphones, aussi des personnes que vous accompagnez. Généralement, il y a des quiz à l'intérieur et c'est sympa de les faire interagir avec la formation. Et donc ici, vous allez avoir, à chaque fois, vous n'avez qu'à descendre à chaque fois, du coup, chaque partie qui vient expliquer avec beaucoup de visuels et à chaque fois, voilà, beaucoup d'apports notionnels, de quiz, des choses, voilà, on essaie de faire interagir à chaque fois pour que ce soit sympa dans l'animation. Donc, ça, toutes nos formations sont créées comme ça. À la fin, généralement, on a toujours un petit test, un petit quiz pour que ce soit aussi bien interactif et qu'on voit si les personnes ont bien compris ce qu'on vient de leur présenter. Et vous retrouvez aussi toujours une fiche résumée à la fin. Donc ça, vous pouvez les imprimer ou les envoyer par email si vous avez des personnes qui sont déjà un petit peu à l'aise. Et donc sur les fiches résumées, vous allez retrouver en fait tout ce qui est lié du coup à la formation en vraiment résumé avec beaucoup de visuels une fois encore, tous les screenshots, captures d'écran que vous pouvez avoir sur les différentes applications ou autres. Donc ça, c'est juste que vous pouvez imprimer et donner pour que la personne elle puisse faire la démarche en autonomie derrière. Donc ici, vous allez retrouver les ressources qui sont créées par la communauté Les Bons Clics. Donc vous avez accès absolument à tout. Et donc une dernière chose que je voulais vous montrer, c'était par rapport aux ateliers prévention de l'assurance retraite. On est venu les référencer ici dans le guide. En fait, si je rentre ici dans la boîte à outils, vous allez retrouver tout un tas de ressources que vous allez retrouver à la fois sur Les Bons Clics. Donc, sur Les Bons Clics, ici, on a des choses sur Amélie, Doctolib, Mon Espace Santé et l'assurance retraite. Ici, on a des parcours entiers, en fait, pour accompagner les seniors vers l'autonomie numérique et ces ateliers sur la prévention en font partie. Et puis ensuite, ici, on est venu référencer des sites de ressources fiables que vous pouvez aller chercher. Et donc, à chaque fois, avec une petite description de ce qu'il y a dessus, qui ont été faits par des acteurs, du coup, externes. Donc, voilà tout ce que vous pouvez trouver ici. Et je vais laisser la parole à mon espace santé, j'ai un peu débordé sur mon temps, qui va justement vous montrer aussi, ils ont fait ce travail aussi de recensement en fait, de sites et d'applications fiables, ça fait partie des outils Mon Espace Santé. Et donc, je vous invite à aller chercher un petit peu dans ce guide tout ce que vous allez pouvoir retrouver. Et on va passer du coup à la partie Mon Espace Santé et je laisse la parole du coup à Patricia et j'arrête mon partage d'écran pour que... Ah non, je vais reprendre mon partage d'écran, pardon, et je te le donnerai pour faire la démo. Je t'en prie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Elvire. Bon, j'espère que vous êtes toujours concentrés parce que là, 3/4 d'heure avec un long monologue de Elvire, même si c'était super intéressant, j'espère qu'il reste à peu près 40 minutes. Donc, un peu de concentration, s'il vous plaît. Donc, comme je vous ai dit en introduction, je vais vous présenter mon espace santé d'une manière théorique.
avec un slide là que Elvire va passer. Et puis, dans un second temps, je vais vous présenter mon espace santé, mon profil personnel de mon espace santé. Mais avant de passer au slide, je voudrais faire un retour en arrière. Pourquoi mon espace santé a été créé? Pourquoi on utilise mon espace santé, donc le carnet de santé numérique, donc depuis le 1er janvier 2022. Donc, je vais faire un peu d'histoire. Ça remonte à 2004. Vous m'entendez bien, 2004. En 2004, le ministère de la Santé a créé le premier carnet de santé numérique qui s'appelait le dossier médical personnel. Et ce dossier médical personnel, c'était une application où les citoyens pouvaient stocker leurs données de santé, leurs documents de santé sur un site. Au départ, c'était un site, c'était donc le DMP, site DMP. Et donc, c'était à l'initiative de chaque citoyen pour mettre leurs documents de santé sur ce site. Donc, c'était en 2004. Ça n'a absolument pas fonctionné, vous vous en doutez et vous le savez, parce que le numérique était tout nouveau, en tout cas en France. Et donc, ce dossier médical personnel est resté à péricliter pendant plusieurs années. En 2016, le ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, a décidé de reprendre le DMP, d'utiliser toujours cet acronyme, mais en changeant la dernière, en dossier médical partagé. Elle a demandé à l'assurance maladie d'être porteur de la nouvelle réforme et donc tous les citoyens, les citoyens, on leur demandait donc d'utiliser cet outil pour mettre leurs documents de santé sur cet outil. Donc, c'était encore une fois une initiative du citoyen, avec l'aide de l'assurance maladie qui a accompagné beaucoup de citoyens à ouvrir donc leur DMP, mais très vite, malheureusement, au bout de 9 mois, ils se sont rendus compte que ce nouveau DMP ne fonctionnait pas. Ce nouveau DMP, les médecins généralistes avaient la possibilité de l'utiliser, d'aller voir, avoir une vue sur le DMP de leurs patients. Malheureusement, beaucoup de professionnels de santé n'avaient pas les logiciels adaptés pour pouvoir aller sur ces carnets de santé numériques ouverts par les patients. Donc, au bout de 9 mois, je vous dis, ils se sont rendus compte que c'était encore un échec. Et entre-temps, Google a ouvert son carnet de santé numérique. L'État français n'a pas voulu et ne souhaitait absolument pas que nos données de santé soient monnayées de par le monde. Et donc, ils sont revenus donc, sur l'idée de carnet de santé numérique. Et c'est là qu'est venue l'idée de mon espace santé. Comme vous savez tous, la crise sanitaire est arrivée avec le Ségur qui est venu apporter des moyens supplémentaires aux établissements de santé. Et à côté du Ségur, il y a eu le Ségur numérique où, je vais faire très, très court, où l'État a proposé à l'ensemble des professionnels de santé de changer leur version de logiciel pour que tous leurs logiciels soient interopérables, c'est-à-dire qu'ils puissent échanger de la donnée de santé entre eux et surtout que tous leurs logiciels puissent pousser la donnée de santé dans le carnet de santé numérique, mon espace santé. Voilà, c'est comme ça que mon espace santé a été créé donc au 1er janvier 2022, donc il y a un peu plus d'1 an et demi. Et donc, la première slide que Elvire a mis là en ligne sur l'écran, donc c'est une loi qui a créé donc ce carnet de santé numérique. On peut donc partager avec tous les professionnels de son choix nos données santé, nos documents de santé. Mon espace santé est hébergé en France par des entreprises françaises avec une sécurité et un audit fait par la CNAM. Et ce carnet de santé est considéré, et la loi le considère comme un service public gratuit
à l'ensemble des Français qui ont un numéro de sécurité sociale. Alors, peu importe le régime, ça peut être le régime assurance maladie, MSA, Filieris, MGEN, peu importe, tous les citoyens avec un numéro de sécurité sociale définitif ont eu au 1er janvier 2022 leur carnet de santé numérique, c'est-à-dire Mon Espace Santé, ouvert. Patricia, je pourrais Oui. mettre ta caméra parce qu'on ne te voit pas. Pardon, j'ai encore oublié la caméra. Pas de souci, quand ce sera plus sympa. Ça fait la deuxième fois, pardon Elvire. Pourquoi utiliser Mon Espace Santé? D'ailleurs, première utilité de Mon Espace Santé, donc stocker de la donnée de santé, stocker des documents de santé, pouvoir les partager avec nos professionnels de santé. Je vais vous montrer les fonctionnalités. Alors, pas de panique, hein, ce sont les fonctionnalités de Mon Espace Santé d'une manière théorique. C'est simplement pour vous familiariser avec les mots et chaque brique que l'on retrouve dans Mon Espace Santé. Donc, il y a le dossier médical, qui est l'ancien DMP, dossier médical partagé. Donc, tous les citoyens qui avaient ouvert leur DMP, tous leurs documents ont été injectés dans Mon Espace Santé. Donc, dans ce dossier médical, on retrouve des documents, tout type de documents, principalement des comptes rendus, mais bien sûr, qui a accès à la santé, on est bien d'accord. Et dans ce dossier médical, on a le profil médical. Nous avons la messagerie sécurisée de santé pour qu'on puisse, à l'intérieur de Mon Espace Santé, converser avec nos professionnels de santé. Attention, cette conversation est initiée uniquement par les professionnels de santé. Et cette conversation s'arrête par le professionnel de santé. Le catalogue de services. Donc, le catalogue de services, ça ressemble à un Apple Store avec tout plein d'applications qui concernent la santé, le bien-être, qui ont répondu à un cahier des charges très strict sur la déontologie, l'éthique, sur la sécurité. Et là, actuellement, il y a 20 applications sur le catalogue de services de Mon Espace Santé. Et très prochainement, d'ici fin juillet, les données de certaines de ces applications pourront être échangées, synchronisées avec notre profil médical de Mon Espace Santé. Enfin, l'agenda. Donc, l'agenda aurait dû être ouvert fin juin, mais comme l'agenda a un rapport très important avec les applications du catalogue de services et que la synchronisation ne se fera que fin juillet, l'agenda donc ouvrira seulement au mois de septembre. Et c'est donc dans cet agenda que vous retrouverez donc tous vos rendez-vous et puis également des dates de prévention en fonction de votre âge et de votre genre. Par exemple, les enfants qui ont entre 6 et 18 ans ont une consultation gratuite chez le dentiste. Donc, c'est dans l'agenda qu'un enfant de 6 ans, sur le Mon Espace Santé, bien entendu, du parent ou des parents, puisque l'espace santé des enfants peut être partagé par les deux parents, donc retrouveront un message dans l'agenda pour rappeler, comme l'enfant a eu ses 6 ans, donc il y a une consultation gratuite pour chez le passage chez le dentiste. Donc, c'est la création et donc là, on va passer à la création et l'activation de Mon Espace Santé. Alors, je sais que là, j'ai dû perdre 3/4 des personnes parce que ça fait depuis un peu plus d'une heure qu'on est en visio. Alors, s'il vous plaît, je vous demande un petit peu de concentration parce que ce que je vais vous dire là, c'est très, très important, vraiment, pour vous et puis pour partager donc à l'ensemble de votre communauté, aux personnes qui viennent vous voir pour que vous puissiez les accompagner. Donc, s'il vous plaît, je vous demande 5-10 minutes là de reconcentration. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, Mon Espace Santé a été créé le 1er janvier 2022 pour tous les citoyens qui avaient
qui ont un numéro de sécurité sociale définitif. Sauf les personnes qui ont décidé de s'y opposer. Pour s'y opposer, il faut aller sur monespacesanté.fr, on doit activer Mon Espace Santé et dire qu'on s'y oppose. Et donc, votre espace santé, votre profil Mon Espace Santé est fermé. On doit aller également sur monespacesanté.fr pour activer Mon Espace Santé pour devenir acteur de notre santé. Donc, si on n'a pas activé Mon Espace Santé, vos professionnels de santé peuvent visualiser votre espace santé, pousser de la donnée de santé dans votre espace santé, mais vous n'avez pas la main sur votre espace santé parce que vous ne l'avez pas activé. Donc, pour activer Mon Espace Santé, il faut aller sur monespacesanté.fr. Au jour d'aujourd'hui, il y a 69 millions de Français, de citoyens qui ont… Elvire, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. 69 millions de citoyens qui ont donc leur Mon Espace Santé, le carnet de santé numérique ouvert. 2% des personnes l'ont fermé jusqu'à présent. Et quelqu'un qui décide de fermer Mon Espace Santé, très certainement parce qu'il y a eu un manque de communication, un manque d'information sur Mon Espace Santé, peuvent le rouvrir à n'importe quel moment en allant sur monespacesanté.fr. Donc, aujourd'hui, plus de 98% des Français peuvent recevoir des documents ou ont reçu des documents sur leur profil Mon Espace Santé. Alors, que se passe-t-il quand Mon Espace Santé est créé, mais que le citoyen ne l'a pas activé? C'est-à-dire qu'il n'a pas été sur monespacesanté.fr et a fait la démarche pour l'activer. Donc, le professionnel de santé peut déposer des documents de santé, des comptes rendus de biologie, des comptes rendus d'hospitalisation, des comptes rendus de radiologie, etc. Il peut consulter Mon Espace Santé, il peut envoyer des messages via la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé, en sachant que si le citoyen n'a pas activé Mon Espace Santé, le professionnel de santé recevra une notification lui indiquant que l'espace santé de son patient n'a pas été ouvert. Ou si le patient a fermé son espace santé, il recevra une notification lui indiquant que l'espace santé de son patient a été fermé. Et également, l'assurance maladie met les remboursements des consultations sur Mon Espace Santé. Voilà ce qu'il y a sur Mon Espace Santé depuis le 1er janvier 2022, même si vous ne l'avez pas activé. Alors maintenant, que se passe-t-il si vous avez activé Mon Espace Santé? C'est-à-dire si vous avez été sur monespacesanté.fr, le citoyen peut compléter son profil médical, peut recevoir des messages des professionnels de santé, ajouter des documents et consulter des documents reçus par les professionnels de santé et bien sûr partager des documents de santé avec les professionnels de santé de son choix. Quand je vous dis que activer Mon Espace Santé, c'est être acteur de sa santé, Elvire, s'il te plaît, la slide suivante, ça veut dire que le citoyen a la main sur ses données de santé. En activant Mon Espace Santé, vous pouvez bloquer des professionnels de santé, masquer des documents, tous les documents ou masquer certains documents de votre choix, ou enfin, vous pouvez clôturer Mon Espace Santé. Alors, démonstration d'activation. Là, je ne vais pas vous faire une démonstration d'activation, simplement pour vous dire ce qu'il faut, la slide suivante, Elvire, ce qu'il faut pour concrètement activer Mon Espace Santé. Il faut aller sur monespacesanté.fr ou l'application Mon Espace Santé. Il faut avoir sa carte vitale et un numéro, et une adresse email.
Une fois que vous allez aller sur monespacesanté.fr, on va vous demander donc d'entrer votre adresse email et on va vous demander deux numéros. Votre numéro de sécurité sociale et le numéro de série de la carte vitale. Alors, le numéro de série de la carte vitale avec photo se trouve le long de la photo. Et comme moi, si vous avez une carte vitale de 1998, ce numéro de série se trouve en haut à gauche de la carte vitale. Et une fois que vous allez rentrer ces informations, vous allez recevoir un code provisoire que vous allez à nouveau rentrer et on va vous diriger, vous allez avoir des informations et on va vous diriger tout doucement, tranquillement pour que vous activiez votre espace santé. On demande dans le chat si le numéro là est toujours actif, Patricia, le 3422. Le 3422 est toujours actif, ah oui. Pour avoir des informations, notamment sur le numéro de série, parce que très souvent, sur le numéro de série qui est à l'arrière de la carte vitale est souvent effacé. Donc, c'est le 3422 qui pourra vous donner ce numéro de série. Il vous le donne automatiquement, systématiquement. Dès que vous appelez, vous dites votre numéro de série n'est pas identifiable. Vous donnez votre numéro de sécurité sociale et ils vous donneront ce numéro de série. Donc, pour avoir des informations sur mon espace santé, il n'y a qu'un seul numéro, c'est le 3422. Ça n'est pas la peine de vous diriger à l'assurance maladie, à la MSA, à la MGEN. Ils ne vous informeront absolument pas sur mon espace santé. Si vous voulez des informations, c'est le 3422 uniquement. Okay. La slide suivante. On passe. L'activation pour les mineurs. L'activation pour les mineurs est très simple. Elle est faite par les parents. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure dans mon profil personnel où pour faire l'activation des mineurs, c'est très simple. Et pareil, vous pouvez consulter, alimenter et gérer donc le profil de vos enfants mineurs, donc jusqu'à 18 ans. Et à partir de 18 ans, le profil de mon espace santé sera supprimé de votre compte et votre enfant majeur recevra une information lui demandant d'activer mon espace santé s'il le souhaite pour qu'il puisse donc devenir à son tour être acteur de sa santé. Alors, mon espace santé, je vous l'ai dit, sert à stocker de la donnée de santé, mais mon espace santé a beaucoup plus d'utilité. Mon espace santé améliore également le parcours de soins. Alors là, cette slide est très importante et ça résume à peu près tout ce que je viens de vous dire depuis le départ. Donc, mon espace santé est au centre, mon espace santé, le patient est au centre. Et tout autour, il y a une myriade de professionnels de santé, des médecins de ville, médecins spécialistes, médecins généralistes, de la biologie, des laboratoires de biologie, la pharmacie qu'on appelle officine, les établissements de santé, hospitaliers, médico-sociaux, la radiologie. Voilà, tous ces professionnels de santé, grâce avec le Ségur numérique, sont actuellement en train d'échanger de la donnée de santé nous concernant, nous les patients, et poussent cette donnée de santé dans mon espace santé pour qu'on devienne acteur de notre santé. Il y a une question dans le chat qui revient pas mal, Patricia, qui est est-ce que du coup, ces différents praticiens ont accès en fait justement aux données de santé qu'ils mettent sur les usagers entre eux? Est-ce que mon médecin de ville va pouvoir voir ce que a mis mon pharmacien sur mon espace santé, par exemple? Oui, alors je garde ces questions-là tout à l'heure pour mon profil personnel. Okay. Mais j'ai bien noté. Alors, un exemple typique de parcours de suivi, c'est le parcours de suivi de grossesse, où dans un parcours de suivi de grossesse, il y a énormément de professionnels de santé qui interagissent pour suivre la grossesse d'une femme enceinte. Donc, il y a le gynécologue. Donc, j'ai marqué des exemples. Le gynécologue qui adresse des recommandations à sa patiente. Donc, il lui envoie par la messagerie sécurisée de santé de son espace santé et qui les envoie également à son médecin traitant. Eux, par leur logiciel, hein, pas par
pas par mon espace santé. Par leur logiciel respectif, ils peuvent donc échanger de la donnée de santé. La radiologie, prendre des rendez-vous pour les échographies, donc via l'agenda. Là, avec la sage-femme enverra des exercices de préparation à l'accouchement via mon espace santé. Et là, je vois sur Reims, il y a une clinique très connue qui est la clinique Courlancy, les sages-femmes laissent le canal ouvert de la messagerie sécurisée de santé tout au long de la grossesse pour permettre aux femmes enceintes de poser des questions tout au long de leur grossesse, si elles ont des interrogations, si elles ont un souci de santé. Donc, le canal de la messagerie sécurisée de santé reste ouvert pendant ce parcours de suivi de grossesse. Et puis, bien sûr, les prises de sang, donc le laboratoire est impliqué. Donc, voilà, toute une myriade de professionnels de santé qui interagissent au cours d'une grossesse d'une femme enceinte. Mon espace santé, donc, stocke de la donnée de santé, améliore la prise en charge, mais également mon espace santé va être là prochainement un outil efficace de prévention. À partir de l'année prochaine, à partir de 2024, vous allez recevoir dans votre espace santé, dans votre profil, votre espace santé, des informations de prévention, des informations de dépistage institutionnelles concernant votre santé. C'est-à-dire que vous êtes une femme de plus de 50 ans, vous allez avoir des informations de prévention pour vous rappeler l'importance de faire une mammographie, l'importance de faire de la gymnastique, de bouger. Voilà, vous allez avoir des informations vous concernant. Par exemple, si vous avez rempli votre profil médical et vous avez indiqué que vous êtes fumeur, eh bien, vous allez recevoir des messages de prévention comme quoi c'est dangereux le tabac et peut-être vous orienter pour vous aider à arrêter de fumer. Voilà, donc à partir de 2024, mon espace santé sera un réceptacle de prévention et de dépistage, mais personnalisé, qui correspond à votre âge et à votre genre. Donc, slide suivante. Donc, c'est-à-dire que tous les messages de prévention institutionnelle sur les médias, dans des campagnes générales, nationales, seront centralisés donc dans votre profil Mon Espace Santé et ça vous concerne. Moi, je ne fume pas, donc la campagne actuelle nationale sur anti-tabac, je ne me sens absolument pas concernée. Voilà, c'est un exemple. Mon Espace Santé, donc outil de prévention personnalisé, mais également outil de prévention individualisé grâce au catalogue de services. Actuellement, il y a 20 services sur mon espace santé. Certains services sont des services informatifs qui apportent de l'information où on n'a pas besoin d'échanger de la donnée. Et d'autres, on peut échanger de la donnée, notamment l'application Abbott pour les personnes qui sont atteintes de diabète. Et donc, comme je vous ai dit précédemment, très prochainement, elles pourront, si elles le souhaitent, donc échanger de la donnée de santé via cette application avec le dossier médical de mon espace santé. Donc là, quelques applis qui sont sur le catalogue de services. Actuellement, il y a 300 applis qui souhaitent entrer dans mon espace santé. C'est un peu long puisque, comme je vous ai dit, le cahier des charges est très strict, mais il est prévu qu'un nombre important d'applis arrive dans mon espace santé d'ici les 3 années qui vont arriver. Mon espace santé, depuis janvier l'année dernière, a énormément évolué. Mon espace santé, qui est co-géré, copiloté par la Caisse nationale d'assurance maladie et le ministère de la Santé, sont très attentifs aux attentes et aux besoins des patients.
et donc il évolue en permanence. Donc là, 2 exemples. D'ici la fin de l'année, pour les nouveau-nés, les médecins généralistes et les pédiatres pourront pousser de la donnée de santé concernant les nourrissons, les nouveau-nés, c'est-à-dire leur poids, leur taille, leur périmètre crânien. Tout ce que notait un professionnel de santé concernant le nourrisson sur le carnet de santé papier va être transmis dans le carnet de santé numérique Mon Espace Santé. Deuxième exemple, à partir de l'année prochaine, 2024, mais il faut un prérequis qui est des modifications législatives. Les citoyens pourront déléguer la sécurité de l'accès de Mon Espace Santé à des proches ou à des aidants. Mais il faut avoir, donc comme je vous ai dit, une condition, il faut que la législation change. Voilà, donc j'ai fini, c'est simplement 2 choses dédiées, il manque un E à dédier, tu pourras rajouter le E, j'ai juste de voir, dédié à E. Donc là, si vous voulez avoir toutes les informations qui sont mises à jour au fil de l'eau, un seul site, une page dédiée, c'est e-santé.gouv, stratégie nationale, Mon Espace Santé. Ne restez pas dans ambassadeur, allez dans professionnels dans santé, établissement de santé. Dans établissement de santé, vous pouvez retrouver des tutos très précis, très rapides, très succincts sur Mon Espace Santé. Je vous invite vraiment pour accompagner les personnes pour accompagner les personnes qui viennent vous voir, d'utiliser cette page. C'est une source d'information très fiable puisque c'est une source d'information donc du ministère de la Santé. Et enfin, dernière chose, mais je vous l'ai dit déjà, 3422, si vous voulez avoir des informations, c'est le seul numéro qu'il faut appeler, c'est le 3422. Il est 12h19, j'ai 10 minutes pour vous présenter mon profil personnel. Je te laisse le partage. Ok, alors je vais sur mon profil personnel, partager. Voilà, vous êtes ici sur mon profil personnel donc voilà, vous avez donc 4 onglets, accueil, profil médical, documents, messagerie et catalogue de services. Je passe l'accueil, je vais tout de suite à profil médical. Vous vous souvenez le camembert que je vous ai présenté, donc on est dans le profil médical avec mon histoire de santé. Donc c'est simple, ici mon histoire de santé, c'est les remboursements faits par l'assurance maladie. Moi, je suis à la caisse primaire d'assurance maladie, donc c'est les remboursements suite aux consultations que j'ai pu faire, donc qui sont mis à cet endroit. Ensuite, nous avons le suivi médical. Dans le suivi médical, nous avons les maladies et sujets de santé. C'est là où on met les maladies, les traitements que nous on a en cours, les hospitalisations qu'on a fait et les handicaps. Donc, comme je vous ai dit, mon espace santé évolue énormément. Au mois de septembre, l'onglet handicap a été mis parce que, la Caisse nationale d'assurance maladie avait oublié l'onglet handicap dans mon espace santé. Les facteurs de risque, les allergies, les antécédents familiaux, les habitudes de vie. Donc, je vais vous montrer les habitudes de vie. C'est une question fermée. Donc, fumer si on fume ou si on pratique du sport. La vaccination qui est très importante pour les enfants. Donc, la vaccination, on retrouve donc moi, voilà, les vaccins du Covid. Ici, on peut télécharger la synthèse de vaccination pour les enfants. Et donc, pour la scolarité des enfants, pour un club de loisirs, on vous demandera certainement d'avoir le carnet de vaccination à jour de vos enfants. Donc, vous pouvez télécharger donc, la synthèse de vaccination pour l'école. Voilà. Ici, vous avez les vaccins à réaliser. On a un calendrier, les vaccins à réaliser prochainement. Là, j'avais une information ici sur cette page, donc cet hiver, où, vu mon âge, la vaccination contre la grippe était recommandée pour moi. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Ici, c'est les… Non, j'ai été trop vite. Ici, c'est les mesures. Donc, les mesures, on peut afficher
Ça bloque. Je suis désolée, je suis peut-être restée trop longtemps. Alors là, bon, ici, on a tout plein de mesures et on décide les mesures qui nous intéressent le plus. Moi, j'ai mis le poids, j'ai mis la taille, la glycémie. Bon, ça bloque, mais là, on a plein de mesures et on peut les mettre donc dans nos favoris. Ici, ce sont les professionnels de santé. Donc, moi, mon médecin, Sandrine Ginter-Closier, a été considéré comme mon médecin traitant. Et bien, mon médecin traitant, j'ai mis mon chirurgien dentiste, j'ai mis mon radiologue. Ensuite, on a entourage et volonté. Alors, je ne vais pas vous montrer entourage et volonté. Dans cette partie, ce sont les personnes qui, en cas d'accident, sont contactées. Ici également, on met les directives anticipées. J'ai mis également mes directives anticipées. Et dans cet onglet, on retrouve également, vous savez qu'on est tous donneurs d'organes par défaut. Donc, les personnes qui ne veulent pas être donneurs d'organes par défaut, qui ne veulent pas être donneurs d'organes, vont dans cet onglet pour décider s'ils ne le souhaitent pas. Ici, pièce administrative, moi, j'ai rajouté un courrier d'Amélie, ma pièce d'identité. Je vais dans documents, je vais aller un peu plus vite parce que je vois le temps tourne. Donc là, j'ai rajouté des documents et c'est ici, parce que j'ai fait une mammographie, c'est ici que mon radiologue a mis mon compte-rendu de radiologie. Donc là, ça bloque. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois, mais je pense que comme je suis restée connectée sans utiliser mon espace santé, peut-être que c'est pour ça. Et c'est à cet endroit qu'on peut décider si on veut masquer un document. Moi, je ne l'ai pas masqué. Donc, mais je suis très embêtée vraiment parce que j'aurais voulu vous montrer comment… Pardon ? C'est de rafraîchir la page peut-être. Je pense que ça va régler le souci. Ouais. Je passe au catalogue de services. Donc, le catalogue de services. Donc, c'est là où vous retrouverez les 20 applis. Bon, il reste 5 minutes, donc je vous demande encore 5 minutes de concentration. J'étais un peu brouillon là parce que je suis pressée par le temps et j'aurais voulu tellement vous montrer plein de choses. Donc, comme je vous ai dit, pour être acteur de sa santé, il faut aller dans Paramètres. Et je vais vous montrer 4 onglets. Ici, c'est 4 onglets. J'espère que je vais pouvoir y accéder. Oui, super. Donc, accès aux professionnels de santé. Donc là, dans ces paramètres, on décide à qui on donne l'accès à nos professionnels de santé. On peut bloquer un professionnel de santé. Donc, je vous explique. Si vous habitez à Paris et que vous venez à déménager à Avignon et que vous ne souhaitez pas que votre médecin traitant de Paris continue à voir votre profil Mon Espace Santé, vous pouvez le bloquer. Mais et vous pouvez de manière anticipée des professionnels de santé que vous ne souhaitez pas qui viennent sur votre espace santé. Mais il faut bien savoir qu'un professionnel de santé, pour la première fois qu'il va sur votre espace santé, il va avoir sur son logiciel une fenêtre lui demandant est-ce qu'il a eu l'autorisation. Et donc, il va cliquer sur oui si vous êtes en face de lui et que vous lui avez donné l'autorisation. Et vous aurez la possibilité de savoir si toutes les personnes qui ont été sur votre espace santé grâce à l'historique de données, donc ici, historique d'activité, mes professionnels de santé, et donc vous avez une traçabilité, voilà, vous avez la traçabilité de toutes les personnes par mois et les professionnels de santé qui vont sur votre espace santé. Et vous recevez également une notification par mail ou par SMS, ou les deux, moi j'ai fait les deux, pour savoir qui est venu déposer un document ou s'est connecté à votre espace santé. Donc, je retourne à nouveau sur l'onglet sur lequel j'étais, confidentialité. Donc, c'était pour répondre également à la question qui peut voir quoi. Alors, il faut savoir, donc je vais vous montrer ici,
voir le détail, c'est que vous pouvez décider les documents qui peuvent être masqués ou pas, mais selon les professionnels de santé, il y a ce qu'on appelle une matrice d'habilitation, c'est-à-dire qu'un gynécologue, un dentiste ne pourra pas voir, si vous l'avez autorisé à aller sur votre espace santé, malgré tout, il ne pourra pas voir des documents de gynécologie. Par exemple, mon dentiste, il ne peut pas aller voir le compte-rendu de ma mammographie parce que ça ne correspond pas à son activité. Là, je vous montre donc là, un professionnel de santé, un infirmier, qu'est-ce qu'il peut voir? Bon, affiché. Donc, là, les informations, je vais vous montrer. Est-ce qu'il peut voir certificat affiché? Donc, un infirmier, voilà les documents qu'il a accès sur votre profil Mon Espace Santé. Les informations non accessibles des infirmiers, ce sont les certificats médicaux. Je vais vous montrer, on va prendre par exemple chirurgien dentiste. Alors, je vais prendre, je ne sais pas, compte rendu, affiché. Donc, il n'a pas accès aux demandes d'actes de télémédecine, à la lettre des lésions de sortie de structure médicale. Voilà ce qu'il peut avoir accès. Il y a ce qu'on appelle ici, c'est la matrice d'habilitation. Et cette matrice d'habilitation, bon, voilà, ça reporte, c'est un récapitulatif de tout ce que les professionnels de santé peuvent voir ou pas sur votre espace santé. Je retourne en arrière, j'étais un peu longue là, mais je voulais vous montrer parce que c'était la question, Elvire. Donc, je voulais être un peu plus… Ça a intéressé pas mal de gens, ça faisait partie des questions qui reviennent le plus. Voilà, OK. Là, ici, donc, dans l'onglet documents, on peut masquer un document mais individuellement, mais on peut, si on le souhaite, en cliquant ici et en enregistrant les modifications, masquer l'intégralité de nos données de santé. C'est-à-dire que plus aucun professionnel de santé pourra voir nos données de santé. Il pourra seulement alimenter, c'est-à-dire déposer des documents, converser avec vous par la messagerie sécurisée de santé, mais il n'aura pas accès à vos documents. Je retourne en arrière. Toujours dans confidentialité, on est dans les cas d'urgence. Dans les cas d'urgence, si vous êtes inconscient, vous pouvez donner donc au SAMI ou à un professionnel de santé qui est proche de vous, de manière anticipée, l'autorisation d'aller sur votre espace santé de manière anticipée. Voilà. Donc, moi, j'ai validé pour que si le SAMU vient à me récupérer, je ne sais pas, lors d'un accident de la route, ils pourront avoir accès directement à mon espace santé, à mon profil médical et de voir sur mon profil médical que j'ai une allergie très importante à la pénicilline. Donc, dans ma prise en charge, ils ne me donneront pas de pénicilline et ils seront très, très vite grâce à l'autorisation de mon espace santé. Notification d'email, donc c'est là si on décide de recevoir donc des messages, je reçois un email si un nouveau message sur mon espace santé est mis et documents pareil, je reçois un email si on met des documents sur mon espace santé. Donc là, je vous ai montré donc l'historique d'activité, c'est-à-dire qu'il y a une traçabilité, donc les professionnels de santé qui viennent voir votre profil ou qui viennent déposer des documents, vous avez la traçabilité ici et là, moi, mon activité, là, tout ce que je viens de faire, c'est enregistré. Toutes les manipulations que je viens de faire là pour vous montrer mon espace santé sont également enregistrées. Enfin, clôture du profil. On peut clôturer donc son profil, mon espace santé à tout moment. Si on coche la croix ici, toutes les données de santé seront supprimées définitivement. Par contre, on peut le clôturer sans cocher la croix. Et si on décide de revenir à tout moment pour activer à nouveau mon espace santé, on retrouvera nos données de santé. Voilà.
J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, non, ça réagit encore dans le chat. Il y a quelques questions encore. Donc là, sur la suppression, ça faisait partie des questions. Une autre question vraiment très ciblée, accompagnement, c'était est-ce qu'il existe en fait, un site miroir ou bac à sable de mon espace santé? Alors, il me semble que le site, c'est pas Oui, possible que sur la si, version si. mobile, on peut Ouais, avoir sur, accès. non, 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 sur la version bac à sable, miroir allié sur seulement sur l'appli. Là, parce que c'est une demande énorme des conseillers numériques France Service. Et donc, il est prévu là, il est prévu qu'il y ait cette version bac à sable miroir sur PC là très, très prochainement. Je donnerai l'information. De toute façon, cette information, elle sera au niveau de l'onglet ambassadeur sur la page Mon espace santé. Ok. C'est prévu, puisqu'il y a une forte demande pour pouvoir accompagner les citoyens et que donc les conseillers numériques et toutes les personnes de l'inclusion numérique puissent avoir cette possibilité donc de faire pas avec son propre profil, mais avec un profil fictif, donc cette démonstration. Oui, oui, c'est prévu d'ici le mois de septembre. Ça marche. Et du coup, sur l'application, il me semble que c'était un mode invité qui Oui, existe. c'est ça, absolument. Merci Elvire. Mode invité. Du coup, on ne peut pas vous envoyer un lien parce que ce sera sur l'application directement. Il faut la télécharger et il y a un bouton mode invité que vous pouvez utiliser. Et sinon, après, sur les autres questions, ce qui revient beaucoup, c'est effectivement sur masquer ou non, du coup, ces choses vis-à-vis des praticiens. Est-ce qu'on peut masquer, par exemple, un compte rendu, en fait, par document et non pas par praticien? Ça fait partie des questions. Euh, ah ben, donc, je vous ai dit, donc, il y a une matrice d'habilitation. Encore une fois, en fonction de l'activité du professionnel de santé, il n'aura pas accès à tout sur votre espace santé. Déjà, c'est une première chose. Donc, c'est l'exemple type que j'emploie, c'est que le dentiste ne pourra pas avoir accès à des comptes rendus concernant une chirurgie bariatrique, par exemple, qui ne le concerne absolument pas. Mais vous pouvez encore réduire la visibilité sur votre espace santé, donc en allant dans Documents pour masquer certains documents ou en allant dans Paramètres pour masquer tous vos données de santé. C'est vous qui avez la main sur vos données de santé et qui décidez comment vous voulez gérer vos documents et vos données de santé. Est-ce que j'ai répondu à la question là, Elvire? Oui, oui, ça a l'air. Je pense que faut aller voir après sur la plateforme comment ça fonctionne, mais je pense que tout le monde a besoin de prendre en main aussi cet espace. Et du coup, c'est super que tu nous l'aies présenté aujourd'hui, pour le coup. Alors, il est 12h30 passé. Je vous remercie pour votre attention pendant tout ce temps. Merci Patricia pour l'intervention. Pour les questions qui restent dans le chat, on tentera de répondre évidemment par écrit. Et puis dans tous les cas, sur les slides, etc., vous devrez trouver vos réponses. Et donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous envoie tout le support, tous les liens utiles, le replay de ce webinaire. Si ce n'est pas cet après-midi, ce sera demain pour le coup. Et puis, à bientôt du coup pour un prochain webinaire. Donc, je pense qu'on reprendra à la rentrée. Et on va vous mettre un petit questionnaire d'ailleurs dans le mail qu'on va vous faire partir pour vous demander aussi sur quel sujet vous voulez qu'on revienne à la rentrée, quelle thématique vous intéresserait. On est en train de construire là du coup notre programme pour le prochain semestre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes. Comme ça, on tentera d'y répondre au mieux pendant le prochain semestre. Et si vous avez des invités aussi que vous souhaitez qu'on essaye de mobiliser, voilà, n'hésitez pas. On est là aussi pour ça, pour pouvoir avoir ces échanges justement avec des invités comme Patricia, pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions sur ces outils numériques. Un grand merci Patricia, et puis passez une excellente journée. Bon appétit, c'est l'heure. À bientôt.